Claire. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles, et bonsoir à vous Caroline Yadan. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance des Français établis hors de France, dont Israël. On va parler de la situation d'Israël face à l'Iran, mais d'abord, puisque ça vous a valu un communiqué de presse que j'ai entre les mains, vous voulez fermement réagir à la fermeture du pavillon israélien au Salon du Bourget. Je rappelle le contexte qui a été tout à l'heure présenté par Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1, c'est-à-dire qu'il y a des équipementiers israéliens qui sont arrivés sur, le Salon du Bourget pour... Comme d'habitude, le Salon du Bourget, ce sont les nouveautés militaires pour présenter leurs nouveautés, et ces équipements ont été bâchés parce que, et on va écouter peut-être si Benoît Levionnois retrouve le son de François Bayrou sur le stand israélien. Voilà, François Bayrou, le Premier ministre, qui justifie l'interdiction d'accès à ces matériels israéliens au Bourget. On écoute le Premier ministre. Étant donné les choix diplomatiques de la France, nous ne pouvions pas ne pas montrer qu'il y avait une certaine distance qui faisait que nous ne pensions pas acceptable que des armements offensifs soient dans un salon comme cela. Et comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, eh bien on a provisoirement, j'espère, fermé les stands. Qu'est-ce que vous répondez, Caroline Yadan ? Moi, je suis atterrée. Je suis atterrée par la forme et par le fond. Je suis atterrée d'abord par la forme. Moi, j'ai été informée de ce qui se passait au Bourget, d'abord par une vidéo et par un petit mot d'explication. Et je vous avoue très franchement que je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas cru à ces rideaux noirs. Que c'était un fake. J'ai cru que c'était un fake. Et j'ai dit, mais non, enfin, c'est n'importe quoi. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vrai. Donc, déjà, la forme, parce que on m'a donc informé au moment où on m'a envoyé ces vidéos qu'un mail avait été envoyé à 6h30 du matin. Le Bourget ouvrait à 8h ou à 8h30. Donc 2 heures avant, pour informer les dites sociétés israéliennes qui n'avaient été informées de rien préalablement. Et qui ont fait le déplacement. Et qui ont fait le déplacement et qui ont payé. Et d'ailleurs, sauf erreur ou omission de ma part, une action judiciaire est intentée, un référé est intenté contre les organisateurs. Donc, à 6h30 du matin, on les informe qu'il va falloir retirer les armes offensives des stands en question. Donc, et ils arrivent sur le stand et qu'est-ce qu'ils voient ? Ces bâches noires qui sont quand même, enfin, je veux dire, d'un point de vue symbolique, ça fait frémir. Israël est en deuil depuis le 7 octobre. Israël aujourd'hui enterre ses morts avec la guerre en Iran, soigne ses blessés et on met un rideau noir. Donc déjà au niveau de la forme, c'est insupportable. C'est ce qu'on mettait autour des murs du ghetto de Venise. Et les rideaux noirs. Voilà. Rappelez-nous l'époque du ghetto de Venise. Le ghetto de Venise a commencé au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, donc c'est vraiment, si vous voulez, l'exemple même de ghettoisation au sens propre du terme. Oui, et donc c'est pour ça que déjà au niveau de la forme, c'est assez insupportable. On se trompe d'ennemis, Caroline Yadan. Et puis au niveau du fond, bien sûr qu'on se trompe d'ennemis. Je vous rappelle qu'il y a, sauf erreur ou omission de ma part, 48 exposants. Sur les 48 exposants, on a la Chine, on a la Turquie, on a des pays qui sont très très loin d'être des pays démocratiques. On fait 2 poids 2 mesures. C'est une mesure que moi je juge discriminatoire. C'est une mesure qui vient dire à Israël qui se défend contre l'islamisme politique, qui se défend contre un régime qui vient nous attaquer sur notre sol, on vient lui dire non Israël, vous n'êtes pas notre allié, vous n'êtes pas notre ami. C'est ça en fait, ce qu'il y a derrière, et ça je juge ça absolument inacceptable. Et Sarah Knafo qui disait dans le journal, n'oublions pas que la France vend du matériel militaire à Israël. Mais bien sûr, au-delà de ça, comment peut-on se priver de l'expertise des sociétés israéliennes, de l'expertise par exemple de l'arme Arrow qui est en train, qui est grâce à cette arme, ils arrivent à intercepter, alors malheureusement il y en a tellement qu'ils n'y arrivent pas tous, mais les missiles balistiques, de l'Iran, ça veut dire que demain, si la France est visée, rien n'est impossible avec l'instabilité mondiale, que ce soit au niveau de la Russie, que ce soit au niveau de l'Iran ou au niveau d'autres pays. Si demain la France est attaquée, eh bien je vous assure qu'on sera très
très très satisfaits d'avoir en notre possession les armes israéliennes pour faire face à cette menace qui peut être existentielle. Joseph Massescaron. Écoutez, Caroline Dayan, je vais être fier, je suis très content de vous avoir. Très content. Très content parce que ça fait très très longtemps qu'il y a une question que je veux vous poser. Ah. Oui, mais très longtemps. Vous avez dit très justement que on se trompe d'ennemis. C'est tout à fait exact. Mais, pardonnez-moi, mais vous-même, est-ce que vous ne vous trompez pas d'amis ? Je m'explique. Je m'explique très très simplement. Moi, je suis frappé au fait que à chaque fois qu'il y a une manifestation anti-israélienne, soit d'Emmanuel Macron, soit de ce gouvernement, vous montez au créneau et publiez immédiatement un communiqué. Alors moi, je veux bien, mais à la longue. Pardonnez-moi, est-ce que vous vous trompez pas d'amis ? C'est pas une question agressive, c'est vraiment une question franche. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir. On peut ajouter à cette question, est-ce que vous vous sentez pas un peu seul ? Voilà, est-ce que vous vous sentez à votre place, etc. À votre place, sûrement. Oui, puisque vous défendez les droits dans vos bottes. Je vais vous répondre avec la liberté de parole qui me caractérise et avec la vérité qui est la mienne, cette authenticité-là que je revendique. Sur Europe 1, en plus. Oui, en plus. En fait, il y a vraiment, moi, je fais une distinction entre le pouvoir exécutif, sur lesquels je peux porter des critiques que j'estime moi légitimes, et le pouvoir législatif, c'est-à-dire mon groupe parlementaire. Il se trouve que dans mon groupe parlementaire, contrairement à peut-être ce que vous pensez, eh bien, j'ai beaucoup d'amis, que lorsque par exemple je dépose la proposition de loi pour lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme liées à la haine d'Israël, qui est une proposition de loi que j'espère soutenir à la rentrée, eh bien j'ai 80% de mon groupe qui co-signe, au-delà même des autres groupes. Sur 117 députés, 80% de mon groupe co-signe. Ça veut dire qu'il y a 20% qui ne co-signent pas. Oui, mais bon, voilà, il y a 20% qui signent pas, mais pardon, LR, ils sont même pas 10 à signer. Ne parlons pas des autres groupes parlementaires. Donc, lorsque on estime qu'on doit on doit faire un signalement au procureur de la République, que ce soit sur Rima Hassan ou sur Thomas Porte, j'ai derrière, on est en plein mois d'août, j'arrive à récolter 56 signatures après la dissolution, c'est-à-dire encore une fois quasiment 70 ou 75% de mon groupe. Ça veut dire quoi ? Au vu de ça ce veut dire résultat, que, en réalité, derrière moi, on a des députés qui sont absolument convaincus de la légitimité d'Israël, non seulement à se défendre. Mais au vu de ce résultat, et comment se fait-il que vous n'arriviez pas à convaincre Emmanuel Macron mais parce que je n'ai pas l'oreille du président de la République. Et vous le regrettez ? Bien sûr. Mais bien sûr, moi je lui ai demandé des entretiens, voilà. Il ne vous reçoit pas ? Non. Vous n'avez pas l'oreille, mais il a des yeux, il peut tout à fait lire votre communiqué comme les autres que bien vous sûr, avez écrits. Mais moi je voudrais lui parler. Moi je suis quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui échange, qui parle, et qui parle en plus, qui se base sur des faits. Parlez-lui par l'intermédiaire d'Europe 1. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Monsieur le Président, virgule, c'est le moment. Allez-y. Non mais voilà, c'est toutes mes prises de parole, on voit ce que je pense, mes communiqués, etc. Non, mais là, je lui ai demandé un entretien. Quoi ce soir ? Je lui ai demandé un entretien personnalisé, lui et moi, pour pouvoir parler, j'allais dire d'homme à homme, mais en tous les cas, pour que je lui explique mon point de vue, pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël, et je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël, et croyez-moi, je suis la première à le regretter, et je le dis, et voilà, et personne ne m'empêchera de le dire. L'appel est lancé, et l'appel est lancé vous a sans doute avec entendu. Grand plaisir s'il veut me recevoir. L'appel est lancé, mais vous restez avec nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Caroline Adam, 19h26 sur Europe 1, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron, Victor Hérault, Caroline Yadan, qui est donc députée Renaissance des Français établis hors de France, dont Israël. On va écouter alors c'est très difficile, c'est moins facile d'entendre que de voir avec les images, mais vous pouvez vous rendre sur le site europe1.fr bien sûr pour voir ces images qui est sans doute l'image du jour. Ce sont bien sûr les frappes de l'armée israélienne
sur Téhéran qui a visé la télévision d'État et on y voit cette présentatrice qui bien sûr critique Israël et qui quitte son plateau précipitamment et en son, ça donne ça. Voilà, et donc elle quitte précipitamment. Entre-temps, la télévision finit par remarcher, nous dit-on dans les dépêches. Caroline Yadan, vous qui êtes en contact avec les Israéliens sur place, les Français aussi qui sont en Israël, comment est-ce qu'ils vivent la situation ? Je rappelle que rien que la nuit dernière, il y a eu 11 morts. C'est très très compliqué en fait. Actuellement, il y a des alertes tout le temps. Donc les Israéliens passent beaucoup de leur temps dans les abris, y compris la nuit. Ils ne dorment plus, ils sont fatigués, ils savent pas de quoi sera fait le lendemain. Et beaucoup en fait sont de passage et beaucoup souhaiteraient être rapatriés. Alors moi je reçois des centaines et des centaines de messages de gens qui sont désespérés, qui doivent rentrer en France pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, pour passer des examens. Et là, comme tout est bloqué, il y a absolument pas la possibilité de partir. Mais au-delà de ça, moi je suis frappée par cette résilience, par cette solidarité, par ce soutien, par cette entraide et par l'esprit qui les anime, c'est-à-dire un esprit de force et surtout de justesse par rapport à la cause qui a conduit à cette guerre, parce que lorsqu'on a face à soi un régime des mollahs théocratiques, islamistes, fanatiques, des fous d'Allah, qui préparent depuis l'avènement de la révolution, de ce régime-là par la révolution iranienne, qui prépare une chose, c'est-à-dire votre destruction. Et quand ils sont prêts à obtenir les armes qui vont permettre à cette destruction d'avoir lieu, alors Israël n'a pas le choix. Et Israël agit aussi pour nous, il agit pour le monde libre, et je pense que sur ce point-là, c'est une leçon pour le monde, une leçon de lucidité, une leçon de courage, parce qu'Israël vient dire au monde libre, eh bien parfois il faut prendre les armes pour pour que la liberté soit plus forte que tout. Et j'espère vraiment au fond de moi que ça permettra peut-être à ce régime-là enfin de s'effondrer et à l'opposition iranienne de retrouver la paix et la liberté. Et donc l'objectif premier, c'est l'effondrement du régime iranien. Non. L'objectif premier, c'est éviter ça c'est moi qui le dis, mais c'est d'abord éviter cette menace existentielle que représente la République islamique face à Israël. Oui, mais le seul moyen, puisque militairement, pardonnez-moi, Israël ne peut pas frapper, empêcher l'Iran d'avoir cette arme nucléaire. Le seul moyen provisoirement, en tout cas, elle peut, mais pas durablement, puisqu'il faudrait une intervention américaine pour ça. Donc, le meilleur moyen, c'est la chute du régime. Bah oui, ça c'est sûr que le meilleur moyen, ce serait la chute du régime. Donc l'objectif est bien la chute du régime. Mais l'objectif, c'est d'abord... Et d'ailleurs, c'est ce que vient de confirmer M. Netanyahou, qui, contrairement à M. Trump, vise évidemment le leader de la République islamique. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que encore une fois, quand on a face à soi une telle menace, on a vu les frappes israéliennes sont d'une précision absolument incroyable. Lorsque ils arrivent à décimer mais je vous posais une question, pardonnez-moi, je vais poser une question précise. Juste, les chefs d'état-major. Moi, j'ai presque l'impression qu'ils savent de quel côté du lit ils sont en train de C'est la déclaration, donc, Caroline, c'est la déclaration de Benjamin Netanyahou à la chaîne ABC. Voilà. Tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit entre Israël et l'Iran. Et quand nous avons hier au grand rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews interrogé l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, il disait ceci. Israël nous rend service. L'Iran n'a jamais respecté ses engagements. On a eu un accord en 2015. Cet accord n'a pas été respecté. Le traité de non-prolifération n'est pas respecté non plus par les Iraniens. Juste pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui à environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ce qui veut dire que il faut quelques jours pour que l'Iran puisse atteindre des matières fissiles permettant de faire une bombe, c'est-à-dire à plus de 90%. On sait qu'il mène toute une série de travaux sur des éléments liés à l'arme nucléaire. Donc, en quelque sorte, ce que les Israéliens font, c'est ce que
j'allais dire presque la communauté internationale aurait dû faire. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, Joseph Massescaron et Caroline Adam. Mais de toute façon, quand Raphaël Grossi, qui est le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, se rend à Téhéran, il revient catastrophé. Hein. Il y a plus de 40% d'uranium enrichi qui est en train qui a été fabriqué par l'Iran. Donc la menace, elle est bien réelle. La menace, elle est là. Et moi, je pense que de toute façon, un accord diplomatique ne peut pas être la solution parce que cet accord diplomatique, il passerait par la ligne rouge que s'est fixé Téhéran, que s'est fixé ce régime qui est d'abord l'absence de démantèlement de ces installations nucléaires. Donc cette absence de démantèlement-là, ça veut dire que demain, quand bien même il y a un accord, il recommence et puis tout est reconstruit. Et puis juste la deuxième chose, c'est que un accord diplomatique renforcerait le régime économiquement, donc renforcerait, alors même qu'aujourd'hui la vulnérabilité du régime est totale et n'a jamais été aussi importante. On a tort effectivement de voir l'Iran avec notre espèce d'hubris européen comme c'est un pays lointain, ils sont incapables de produire des ingénieurs et d'avoir la bombe atomique. En réalité, c'est tout l'inverse. Il me semble qu'ils sont dans le top 3 des pays mondiaux à produire, en termes de production d'ingénieurs à l'année. C'est pas du tout un pays qui est incapable d'obtenir la bombe. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, l'histoire a démontré qu'à chaque fois qu'on arrivait à couper la tête d'un de ces régimes type, la tête repoussait ailleurs, parfois même pire. Alors comment est-ce que vous répondez au long terme sur cette question-là? Une fois qu'on a coupé la tête, comment faire en sorte qu'il n'y en ait pas une autre qui pousse et peut-être une autre pire ou égale en tout cas? Oui, mais moi je suis pas géopolitique. Oui, non, c'est vrai. Vous voyez, c'est de la géostratégie vraiment. Donc évidemment qu'il faut pas qu'une tête repousse. Évidemment, je ne sais pas si l'élimination physique de Khamenei pourra renverser le régime. Moi, ce que je constate simplement, c'est que l'opposition iranienne existe et que c'est peut-être aussi de l'intérieur qu'on pourra réussir à casser le régime. Joseph Massescaron. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué très justement, qui est celui... Je connais d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui actuellement sont des Français juifs et qui sont en Israël. Bien. Évidemment, ils se trouvent dans la situation de tous les Israéliens, c'est-à-dire qu'ils ont entre 5 et 8 minutes pour regagner des abris, donc dans une situation très difficile auquel ils ne sont pas habitués. Qu'est-ce que le Quai d'Orsay fait? Est-ce que vous avez demandé à Monsieur Barrot qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais là, on va descendre quelques crans en dessous, juste quelques crans en dessous. Est-ce que vous sentez, par exemple, puisque vous avez tout un groupe derrière vous, est-ce qu'il est possible que vous posiez une question d'actualité sur cette question, sur ce problème? Caroline Adam. Eh bien, écoutez, suivez l'actualité, notamment demain. Évidemment que j'ai déjà posé la question au Quai d'Orsay. Évidemment, les Français attendent d'être rapatriés. Israël est un pays en guerre et la France devrait pouvoir, et c'est ce que j'ai demandé comme député des Français d'Israël, devrait pouvoir affréter à tout le moins des bus pour se rendre en Jordanie et pour ensuite prendre des vols en direction de Paris. C'est ce que je demande depuis plusieurs jours, depuis le début et depuis que je reçois ces demandes de départ qui sont de plus en plus prégnants. Et voilà, et j'espère. Vous avez une réponse? Pour l'instant, il n'y a rien qui est organisé. Jean-Noël Barrot a parlé sur M6. Pour l'instant, rien n'est organisé. Hier, il a rappelé la disponibilité de la France dans la protection d'Israël. Étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés, mais le président de la République l'a rappelé. En fonction de la présence de nos emprises militaires sur le terrain, nous nous tenons prêts à contribuer à la protection Ce n'est pas le cas d'Israël. Nos emprises, nos moyens militaires dans la région, ils ont vocation d'abord à défendre nos intérêts, mais aussi à participer à la défense de nos partenaires. Donc demain, vous lui demanderez de compléter sa réponse. Alors c'est autre chose, ça, hein. C'est-à-dire que on a vu, là-dessus, parce que moi je voudrais vraiment rester sur les Français juifs, sur nos compatriotes qui sont là-bas et qui sont vraiment en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que vous me dites on ne me répond pas. Pardonnez-moi. Vous me dites on ne me répond pas. Je veux bien. Donc Emmanuel Macron ne vous répond pas.
le Quai d'Orsay, Emmanuel Barrot ne vous répond Alors pas. si, on me répond qu'il, pour l'instant, il y a rien d'organisé. Et juste sur ce qu'a dit Barrot, je pense que c'est important. Il y a quand même un point positif, c'est que si demain Israël demande de l'aide à la France, comme en octobre 2024, on a la confirmation que la France se tiendra aux côtés d'Israël, en tous les cas, d'un point de vue de son armement. Maintenant, sur le rapatriement, je vous redis, il y a des instructions sur le site du consulat, etc. Mais je n'ai pas obtenu satisfaction dans la demande que j'ai effectuée de rapatriement de nos compatriotes qui sont actuellement en Israël et qui veulent revenir en France. 19h42. Merci beaucoup Caroline Yadon d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.